3000 kilomètres, c'est la distance que Poutine croyait être sa forteresse. Saint-Pétersbourg, la ville où il a construit sa carrière politique, la base navale de Kronstadt, le terminal pétrolier baltique. Tout était caché derrière cette distance, protégé par ce que Poutine pensait être inatteignable. Mais le 3 juin, l'Ukraine a franchi cette distance. 1100 kilomètres. C'est la portée des drones ukrainiens qui ont frappé le cœur même de la puissance de Poutine, le jour même où il inaugurait son forum économique, son Davos à lui. Pendant que Poutine se préparait à montrer la force de la Russie au monde, sa propre ville brûlait. Et il ne pouvait rien faire pour éteindre ce feu. Ce matin-là, le Forum d'investissement russe, le 5e depuis le début de la guerre, était censé afficher la puissance économique de Moscou. Des délégués étrangers, des hommes d'affaires, tous réunis dans les salles de conférence de Saint-Pétersbourg. Le programme officiel ne mentionnait même pas l'Ukraine, comme si la guerre n'existait pas. Mais la guerre s'est invitée au programme. Des drones coordonnés ont lancé une attaque synchronisée au moment exact où le forum s'ouvrait. Ce n'était pas une coïncidence. Le message était destiné aux investisseurs, aux délégués, au monde entier qui regardait. Le porte-parole du Kremlin, Peskov, a réagi immédiatement. L'opération militaire spéciale est nécessaire précisément pour prévenir de telles attaques, a-t-il déclaré. Mais au moment où il parlait, l'attaque venait de se produire. Elle n'avait pas été prévenue. Le plan fonctionnait dans la direction exactement opposée. Au lieu de prévenir les attaques, la guerre augmentait leur portée et leur fréquence. Même un blogueur Z du Kremlin, Alakin, l'a reconnu publiquement. Pendant que la Russie organise des forums coûteux et parle fort, l'Ukraine inflige silencieusement des dégâts irréparables aux infrastructures et à l'image du régime, a-t-il écrit. Et les conséquences se feront sentir pendant des années. Mais l'Ukraine n'avait pas visé des cibles ordinaires. Les drones ukrainiens avaient frappé le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg. C'était la première attaque réussie contre cette installation. Ce terminal est l'un des plus grands points d'exportation de produits pétroliers de la Russie en Baltique. 12,5 millions de tonnes par an. Le carburant arrive par rail, par route, par fleuve et est chargé sur des navires-citernes pour l'exportation. C'est l'une des principales portes d'accès de la Russie aux marchés européens. Et c'est précisément pour cela qu'il était sur la liste des cibles ukrainiennes. L'impact dépasse les flammes. Quand le terminal de Primorsk a été frappé en mars, les exportations pétrolières russes ont chuté de 43% en une semaine. 43%. Maintenant, la même campagne a atteint Saint-Pétersbourg. Les 3 principaux points d'exportation de la Russie en Baltique sont maintenant sous le feu. Pour les armateurs de pétroliers, c'est un calcul simple. Assurance guerre, prime de risque, certains refusent même de charger. L'Ukraine ne brûle pas seulement le terminal, elle brûle aussi le coût de vendre le pétrole de ce terminal. Mais ce n'était que le début. Les drones ukrainiens ont aussi visé la base navale de Kronstadt, à 20 km de Saint-Pétersbourg. Et selon Défense Express, cette attaque pourrait être encore plus significative que celle du terminal. Kronstadt est le berceau de la marine russe. C'est le centre de réparation et de modernisation le plus critique de la marine russe. Il ne sert pas seulement la flotte baltique, il sert toute la marine. Les réparations complexes des sous-marins de classe Varaviana de la flotte de la mer Noire se font ici. La base accueille habituellement 20 à 25 navires de guerre et tous ces navires dépendent entièrement de Kronstadt pour leur maintenance. Quand le chantier naval est frappé, ce n'est pas juste une installation qui est endommagée. C'est la capacité même de la Russie à réparer les navires de guerre qui en prend un coup. Un corvette de projet 20 380, appelé Boy, a été frappé tôt le matin alors qu'il subissait des réparations programmées. Boy est l'un des navires actifs de la flotte baltique avec capacité de missiles guidés. Il patrouille près des frontières de l'OTAN et escorte la flotte fantôme russe à travers la Manche. Maintenant, le navire qui escortait la flotte fantôme a lui-même été frappé. Pendant que les Marines occidentales saisissent les pétroliers en mer ouverte, les drones ukrainiens attrapent le navire d'escorte à sa base. Mais les conséquences à long terme sont bien plus lourdes que les dégâts à un seul navire.
Quand la capacité de réparation à Kronstadt diminue, les autres navires de la flotte baltique, les 20 à 25 navires actuellement à quai, vont commencer à subir des retards dans leur cycle de maintenance. Les navires qui ne peuvent pas être réparés perdent leur capacité opérationnelle. Ils ne peuvent pas patrouiller, ils ne peuvent pas escorter. Et ce n'est pas la première crise navale de la Russie. La flotte de la mer Noire a dû fuir Sébastopol à Novorossiysk à cause des drones navals ukrainiens. Maintenant, la flotte baltique à Kronstadt est aussi sous le feu. Le concept d'havre sûr pour la marine russe s'est effondré en mer Noire. Il s'effondre aussi en Baltique. Mais l'impact de l'attaque ne s'est pas limité aux cibles militaires. Ce matin-là, la vie civile de Saint-Pétersbourg s'est aussi effondrée. L'aéroport de Poulovo a arrêté le trafic aérien. 29 vols ont été retardés de plus de 2 heures. 9 avions ont été détournés vers d'autres villes. Le ciel de la deuxième plus grande ville de Russie s'était fermé. Les délégués étrangers et les hommes d'affaires qui se dirigeaient vers le forum étaient bloqués dans leurs propres aéroports. Poutine invitait le monde à investir en Russie. Mais les invités ne pouvaient pas atteindre la ville. Pendant que le ciel se fermait, le monde numérique s'assombrissait aussi. Quand la Russie détecte une menace de drone, elle coupe Internet régional pour perturber les signaux de navigation des drones. Ce matin-là, Internet mobile a été complètement coupé à Saint-Pétersbourg. Même les sites gouvernementaux accessibles dans toutes les conditions ne pouvaient pas être atteints. Les transactions bancaires se sont arrêtées. L'accès aux services de santé a été coupé. Des millions de personnes se sont retrouvées sans communication. L'ironie, c'est que quelques jours plus tôt, Poutine avait donné des instructions pour résoudre précisément ce problème. Il avait ordonné que les services essentiels continuent quand Internet est coupé. L'instruction avait été donnée. Le problème n'avait pas été résolu. Et cela s'est reproduit exactement de la même manière. Les drones réalisent quelque chose au-delà des dégâts physiques. Ils forcent la Russie à se faire du mal avec ses propres réflexes défensifs. Internet est coupé pour arrêter les drones. Mais quand Internet s'éteint, l'économie s'arrête. Les civils sont victimisés. Et le message que les infrastructures de ce pays ne sont pas fiables est livré aux investisseurs venus au forum. Le mécanisme de défense lui-même se transforme en dégâts. Et il y a une seule réalité qui rend tout cela possible. La distance ne protège plus la Russie. De la frontière ukrainienne à Saint-Pétersbourg, c'est 1100 kilomètres. Et les drones ukrainiens ont franchi cette distance. En 2022, la capacité de frappe en profondeur était limitée à quelques centaines de kilomètres. En 2024, la portée a atteint 600 kilomètres. En 2024, elle a atteint 1100 kilomètres. La deuxième plus grande ville de Russie, la base principale de la flotte baltique et le plus grand terminal d'exportation ont été frappés en une seule nuit. Et la même nuit, l'usine de défense Progress, produisant des armes de précision à Tambov, à 600 km, a aussi été incendiée. L'Ukraine a frappé 3 types de cibles différentes à 3 profondeurs différentes. Infrastructure énergétique, base navale, usine d'armement, simultanément, en une seule opération. Derrière ce succès se cache un écart structurel dans les défenses aériennes russes. Saint-Pétersbourg était censé être l'une des villes les plus protégées de Russie. Des batteries S-400 et des systèmes Pantsir avaient été déployés. Mais la Russie a dû déplacer ses meilleurs systèmes de défense aérienne vers le front ukrainien. La défense de la région de Leningrad a été affaiblie pour faire face à la menace des drones au front. Les drones ukrainiens ont exploité cet écart. Volant à basse altitude avec navigation autonome sans émettre de signaux, ils ont passé la défense en couche. L'attaque a été menée la nuit et en formation d'essaim. Les systèmes de défense ont été surchargés. Les médias russes ont commencé à affirmer que les drones venaient de la direction des États baltes. Une narration très pratique, considérant que la Russie a dépeint la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie comme des menaces pendant des années. Le public est préparé à l'idée que la responsabilité des attaques sera bientôt pas limitée aux sols ukrainiens. Mais quelle que soit la narration, la réalité ne change pas. Les cibles les plus stratégiques de la Russie, à 1100 km de profondeur, sont maintenant à portée. La distance ne fournit plus de protection.
Et l'hypothèse de l'arrière sûr de Poutine s'est effondrée. Le coût de ces attaques pour la Russie est bien supérieur aux chars brûlés et aux navires endommagés. Les dégâts économiques sont les plus concrets. Quand le terminal de Primorsk a été frappé en mars, selon les sources du SBU, les exportations se sont arrêtées et les pertes quotidiennes ont dépassé 40 millions de dollars. 40 millions. Selon les calculs de Reuters, les attaques de drones, les frappes de pipelines et les saisies de pétroliers ensemble ont perturbé 40% de la capacité d'exportation pétrolière de la Russie, presque la moitié. L'analyste énergétique indépendant Aaron Stein a décrit la situation comme la menace la plus grave pour les exportations pétrolières russes depuis 2022. Le terminal de Saint-Pétersbourg est le dernier maillon ajouté à ce tableau. Les 3 principales portes d'exportation d'énergie de la Russie en Baltique ont maintenant un historique de frappe. Et chaque frappe affecte non seulement les exportations de ce jour, mais aussi le commerce futur. L'assurance de risque de guerre pour les pétroliers se dirigeant vers les ports russes a augmenté. En mer Noire, les primes de risque de guerre ont atteint 500 000 $ pour un seul cargo. Les prix du fret baltique ont atteint des niveaux records. Les armateurs font un calcul simple. Est-ce rentable de charger dans un port risquant d'être frappé? La réponse est de plus en plus non. Et chaque non rétrécit effectivement la capacité d'exportation de la Russie. Le forum lui-même s'est transformé en démonstration vivante des dégâts commerciaux. Sur les photos prises le matin de l'attaque, une fumée noire dense s'élevait derrière les bannières et les drapeaux du forum. Cette image a été portée au gros titre des médias mondiaux. Poutine se préparait à livrer le message « La Russie est forte ». Mais les délégués ont rencontré une image d'aéroports bloqués, de connexions Internet coupées, de ports en feu. Chaque vol retardé est un coût. Chaque connexion coupée est une opportunité commerciale perdue. Chaque colonne de fumée qui s'élève est un coût à la confiance des investisseurs. Le forum était conçu pour montrer la force économique de la Russie. Au lieu de cela, il a montré au monde sa fragilité. La fragilité affichée par le forum est une question de perception pour les investisseurs. Mais pour les citoyens russes eux-mêmes, c'est la réalité quotidienne. Le résultat des frappes de terminaux et de la campagne de raffinerie s'est reflété dans les rues de Russie. Les stations-service dans la région de Moscou ont changé à des ventes par transaction. Les grandes chaînes ont imposé des limites de 60 à 150 litres par personne. À Saint-Pétersbourg, l'essence 95 octanes était limitée à 50 litres. Dans les régions plus proches du front, la situation est plus grave. À Belgorod et Koursk, les ventes en jerrycan ont été complètement interdites et une limite de 20 litres a été imposée. En Crimée occupée et à Lougansk, le système de rationnement continue. Le pays qui exporte l'énergie au monde rationne l'essence dans sa propre capitale. La crise n'est pas seulement aux stations-service. Le secteur agricole ne peut pas trouver de diesel pour la moisson. Les entreprises de transport réduisent leurs services. Les contrebandiers vendent à 3 ou 4 fois le prix officiel. Même le porte-parole du Kremlin, Peskov, a dû reconnaître qu'il y a une pénurie d'essence dans le pays et que les routes sont sous contrôle des drones. En Crimée occupée, les ventes basées sur des coupons sont décrites comme la plus grande restriction de carburant depuis l'époque soviétique.